Alors, imaginez un instant. Et si la question la plus fréquente qu'on pose sur le choix de carrière était en fait complètement à côté de la plaque? Aujourd'hui, on va explorer une approche de la psychologie du travail qui, vraiment, remet pas mal de choses en question. Ah, cette fameuse question. On l'a tous entendue, que ce soit par un conseiller d'orientation en famille. Si tu pouvais être absolument n'importe quoi, que ferais-tu? Ça sonne bien, hein? Ça a l'air de nous ouvrir un champ infini de possibilités. Sauf que, en y regardant de plus près, cette question cache une supposition, et pas des moindres. Et voilà, on y est. Le problème, il est là. Cette question, elle part du principe que tout le monde a le luxe de choisir. Or, pour une immense partie de la population, la réalité, c'est pas vraiment une autoroute de possibilités, mais plutôt un sentier de montagne, plein d'obstacles. C'est vraiment la question qu'on a tendance à mettre sous le tapis. Parce que oui, qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui travaillent non pas pour trouver leur moi profond, mais tout simplement pour survivre, pour payer les factures? À quoi bon leur parler de passion et de job de rêve? Franchement, la réponse est assez simple. Ça ne sert à rien. Ou en tout cas, à pas grand-chose. Alors, c'est parti, explorons un peu cet angle mort. Pour bien comprendre ce qui ne va pas avec les théories plus traditionnelles, il faut jeter un œil à leurs origines. D'où est-ce qu'elles viennent au juste? Et là, le changement de cap est radical. D'un côté, on a les théories classiques, qui sont un peu comme une quête du Graal. Trouver le métier parfait, celui qui nous correspond à 100%. Super, mais c'était pensé pour une minorité de privilégiés. De l'autre côté, on a cette nouvelle psychologie du travail, qui pose une question beaucoup plus fondamentale. Comment on fait pour assurer un travail décent pour tout le monde? Faut dire que ces vieilles théories, elles datent d'une autre époque. Et ça se sent. Elles ont été construites sur un modèle bien précis, l'homme blanc de classe moyenne. Elles partaient du principe que tout le monde était libre de choisir, en oubliant un peu vite les dettes, le loyer à payer, les barrières sociales et économiques, la discrimination. C'était un peu comme si le travail et la vie perso étaient deux mondes séparés, qui ne se parlaient jamais. Bref, c'était totalement déconnecté de la vraie vie de la plupart des gens. Du coup, face à toutes ces limites, il fallait bien trouver autre chose. C'est là qu'une nouvelle approche a commencé à voir le jour, notamment grâce à des chercheurs comme Bluestein et Duffy. C'est ce qu'on appelle la théorie de la psychologie du travail. Alors, au cœur de cette nouvelle théorie, il y a un concept clé, le constructionnisme social. Ça a l'air compliqué comme ça, mais l'idée est assez simple. Ça veut dire que notre vision d'une carrière, d'un bon travail, eh bien, elle ne tombe pas du ciel. On la construit nous-mêmes, à travers nos discussions, notre culture, ce qu'on voit à la télé, ce que nos parents faisaient. En gros, ce qui nous semble possible est directement lié à notre environnement social. Il y a une anecdote qui illustre ça à la perfection. C'est l'histoire d'une chercheuse, le docteur Amber Hughes. Un jour, elle rencontre des guides de rafting et elle découvre qu'ils passent leur été à faire du rafting en Virginie occidentale et leur hiver à faire du ski dans le Colorado. Pour elle, qui avait toujours imaginé une carrière comme un truc stable au même endroit, c'était un choc. Une simple conversation et hop, toute sa définition d'une carrière venait de s'élargir. Pour que cette théorie tienne debout, il faut accepter quelques idées de base. D'abord, que le travail a un impact énorme sur notre santé mentale. Ensuite, qu'il est impossible de séparer complètement la vie pro de la vie perso, c'est un tout. Un autre point crucial, cette théorie se veut inclusive, elle doit s'appliquer à quiconque travaille ou veut travailler. Et enfin, et c'est très important, elle prend en compte le travail non rémunéré, comme celui des aidants familiaux par exemple. C'est vraiment une vision globale. Et tout ça nous amène à l'objectif numéro 1 de cette théorie. Mettez de côté l'idée de passion pendant 2 minutes, on va parler de quelque chose de bien plus essentiel. Ce concept, c'est celui de travail décent. C'est une notion qui vient de l'Organisation internationale du travail et c'est vraiment la pierre angulaire de cette nouvelle psychologie. Attention, on ne parle pas de luxe ici, on parle des fondations, des conditions de travail qui ne mettent pas en danger physiquement ou mentalement, un salaire qui permet de vivre, pas juste de survivre, un accès aux soins de santé et, un truc tout bête mais essentiel, avoir du temps pour soi, sa famille, ses amis. Et quand on parle de temps pour soi, ce n'est vraiment pas un détail. Regardez ces chiffres sur le surmenage. Dans beaucoup de pays, travailler un nombre d'heures excessif, c'est devenu normal. L'exemple du Japon est frappant. Là-bas, le problème est tellement grave que le gouvernement a dû intervenir pour obliger les entreprises à vérifier que leurs salariés prennent bien leurs congés. Il faut vraiment se le mettre en tête. Le surmenage, ce n'est pas une preuve d'engagement, c'est un vrai problème de santé publique. Et c'est là tout le changement de paradigme. L'objectif premier, avant même de penser au job de ses rêves, c'est d'abord et avant tout d'avoir accès à un travail décent. C'est la fondation. Sans ça, tout le reste de l'édifice est bancal. Bon, d'accord, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment ça s'articule? Voyons voir le cadre que cette approche propose pour analyser la réalité du travail. En fait, on peut imaginer ça un peu comme la pyramide de Maslow, mais pour le monde du travail. Tout en bas, à la base, on a quoi? Les réalités brutes, les contraintes économiques, les discriminations. L'objectif numéro 1, c'est donc de sécuriser un travail décent. C'est ce qui permet de satisfaire les besoins de base, la survie, mais aussi le lien social, un minimum d'autonomie.
Et c'est seulement une fois que cette base est solide qu'on peut commencer à parler d'épanouissement et de bien-être au travail. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Regardez cette étude de 2003. Elle est assez éloquente. Elle a montré que les étudiants venant de milieux moins favorisés passaient beaucoup plus de temps à travailler à côté de leurs études. Logique. Mais la conséquence, c'est qu'ils avaient moins de temps pour étudier, pour s'investir dans la vie du campus, pour se créer un réseau. Et le résultat, 9 ans plus tard, un revenu inférieur. Ça montre bien que le point de départ n'est pas le même pour tout le monde et que le choix est bien luxe. Cette citation des chercheurs qui ont développé cette théorie, elle résume parfaitement le changement. La révolution, si on peut dire, c'est que les facteurs sociaux et économiques ne sont plus traités comme un détail, une note en bas de page. Non, ils deviennent le point central, le début de toute réflexion. Le but n'est plus l'adéquation parfaite avec un métier, mais bien l'accès à la stabilité qu'offre un travail décent. Alors attention, un point important. L'idée, ce n'est pas de jeter toutes les autres théories à la poubelle, pas du tout. C'est plutôt de venir combler un trou béant. Pour les gens qui ont la chance et les moyens de pouvoir choisir, les approches traditionnelles sur les centres d'intérêt, la personnalité, etc. restent tout à fait valables. Mais pour tous les autres, pour la majorité silencieuse, cette nouvelle approche offre enfin une grille de lecture qui colle à leur réalité. Au final, la vraie question que cette théorie nous pousse à nous poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait de voir le travail décent comme un bonus, un privilège, et qu'on commençait à le considérer comme un droit humain fondamental ? Parce qu'en changeant juste ce point de vue, on ne repense pas seulement l'orientation professionnelle, c'est toute notre société qu'on a amené à réexaminer. Voilà, la question est posée.